Le fidèle est celui qui donne de sa propre personne pour sa croyance, alors que l'infidèle est celui qui croit à sa propre personne et qui abuse de la croyance des gens pour son profit. Cette journée de novembre 2000, Bernard Verspieren est accueilli par ses fidèles amis maliens, ceux qui sont devenus sa famille africaine au fil des années. Après 9 mois d'absence, dû à des problèmes de santé, il retrouve Teriabougou, la case de l'amitié en langue bambara. C'est sa maison, au cœur du Mali, au bord du fleuve Bani. Dimanche, mon gomme bifo. Denise, ni Florence, ni Acadéou, bébifo. Ah, ça fait plaisir, hein, ça. C'est tout juste si je pleure pas. Hein. Et alors ici, il n'y a pas de pollution. Un soir de novembre 1967, un pêcheur est sur le bord du fleuve et s'apprête à lancer son filet lorsqu'un coup de feu part d'un buisson sur l'autre rive. Derrière le buisson, un chasseur blanc sourit, il vient d'abattre une belle biche. Notre chasseur a besoin d'aide pour le dépeçage et le transport de la viande. Les deux hommes se croisent alors près d'un grand caïcédra qui existe encore. Ils transportent et partagent ensemble le gibier et deviennent amis. Avant de se quitter, le chasseur, Bernard Verspieren, et le pêcheur, Lamine Samaké, échangent quelques mots en bambara. Bernard explique son projet à son nouveau compagnon. « Peux-tu construire pour moi 2 cases sur la terre de ton père contre le paiement de 25 000 francs maliens ?» Sur les conseils de son père, Lamine termina le dimanche suivant 2 petites cases, sans porte, au bord d'un endroit profond du fleuve. C'était le futur Teriabougou. C'est salé, salé de Salé, tout. salé. Vin d'eau, d'eau, à dessécher. Teriabougou est aujourd'hui une ferme modèle en pleine brousse où plusieurs centaines de personnes travaillent autour de Bernard et de Lamine. La case est devenue un véritable village avec son école, son dispensaire et son restaurant pour accueillir les visiteurs. Un oasis en pleine brousse dont le secret est l'utilisation des énergies renouvelables sous toutes ses formes dans un pays dépourvu de ressources et qui compte parmi les plus pauvres du monde. Des délégations du monde entier viennent visiter aujourd'hui cette vitrine technologique. La case de l'amitié est aussi une histoire, celle d'un petit garçon qui, il y a 70 ans, voulait devenir missionnaire. Originaire d'une famille d'industriels de Roubaix, unis et catholiques, il est le 8e parmi 11 frères et sœurs. Son enfance et son adolescence sont animées par sa passion de la nature et le goût de la chasse qu'il partage avec son père. Il est marqué par le souvenir des passages de l'évêque de Ouagadougou à la maison familiale qui raconte des histoires de moutons dévorés par les lions.
Pendant la guerre, la famille s'installe à Beauregard, en Berry, une propriété de 1000 hectares que son père lui destine pour plus tard, car Bernard est atteint déjà par le virus de la terre. À l'âge de 16 ans, il part faire l'école jésuite d'agriculture de Purpan, près de Toulouse, qu'il quitte à l'arrivée des Allemands. La fin de la guerre est proche, Bernard suit un séminaire de philosophie et fait son service militaire. À la surprise de sa famille, Bernard, le bon vivant, annonce à l'âge de 19 ans son intention d'entrer chez les Pères Blancs. En juin 1950, après 4 ans de séminaire en Algérie puis en Tunisie, Bernard est ordonné prêtre à Carthage avec 60 de ses semblables. Ses parents sont là et il bénit son père, c'est le début de sa deuxième vie. Sa première mission est à Mandiacuy, alors au Soudan français. Il arrive avec un camion chargé de ciment, sa moto et un manuel de maçonnerie. En tout, il bâtira 6 églises entre 1951 et 1959. Avec ses tours de plus de 30 mètres de hauteur, l'église de Mandiacuy est un exploit pour un apprenti maçon. Sa mère lui apportera en main propre le tabernacle, car sa famille est son plus fidèle soutien moral et matériel. Les Pères Blancs sont aussi sa famille, mais sa hiérarchie a fort à faire avec Bernard, qui au fond de lui a du mal à admettre de ne pas avoir de descendance et souffre de son célibat. Puis en 1962 arrive Jean XXIII, son pape comme il aime à le dire. Jean XXIII montre une voie nouvelle, empreinte de tolérance, dont le mot d'ordre est « pas d'évangélisation sans développement, pas de développement sans évangélisation ». Cela convient parfaitement aux aspirations de Bernard, il adopte ce précepte avec enthousiasme. Il débute alors sa troisième vie en fondant une première école d'agriculture à Tomimian en 1966, financée grâce à sa part d'héritage, puis celle du CONI avec la participation du marché commun. Il y forme de jeunes ménages car il sait que l'avenir passe aussi par l'évolution de la femme, mais pourtant, ces fermes modèles et cossus lui valent une sévère mise en garde de son évêque, malgré l'estime que lui accorde le gouvernement malien. Découragé, il part faire un tour du monde pendant 1 an, dont il revient avec des idées nouvelles après avoir croisé d'autres hommes, d'autres techniques et d'autres religions. Il pense revenir s'installer à Paris, s'occuper des Maliens émigrés. 1973, la sécheresse dévaste le Sahel, dont le Mali, jadis considéré comme le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Depuis 1967, les précipitations étaient de plus en plus faibles, mais cette fois, la nappe phréatique est bel et bien morte, les arbres sont attaqués par les termites et les feux de brousse se multiplient. Ce déboisement naturel est aggravé par le passage des populations accompagnées par des troupeaux nombreux qui cherchent à trouver refuge et nourriture en se déplaçant vers les zones les moins touchées. Les femmes doivent faire des kilomètres à pied pour ramener un peu d'eau dans leurs calebasses et ramasser du bois pour la cuisine. L'arrivée de la pluie est gênée par ce phénomène et un cycle infernal se met en marche, balayant lentement le Sahel du nord vers le sud en faisant des milliers de morts. Le ministre malien de la production supplie Bernard de revenir en Afrique pour monter une société de forage. Dans ces conditions, son apostolat devient secondaire et il se met au service des populations. Il crée en 1974 Mali Aquaviva dans son diocèse à 100, trouve des capitaux et des mécènes et lance une incroyable campagne de forage qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Grâce à une technique qu'il a observée au Canada, le marteau fond de trou, les forages sont réalisés à près de 60 mètres de profondeur, la plupart du temps en l'espace d'une journée. L'eau est là, potable et inépuisable, car cette seconde nappe est alimentée par tout le bassin du Niger. Les villages reprennent vie progressivement et l'espoir fait place à la désillusion.
Ils sont équipés de pompes à pied ou à main qui fournissent l'essentiel des besoins quotidiens. Malgré leur robustesse et leur simplicité d'utilisation, les pompes exigent un entretien suivi. Bernard découvre alors en Corse la première pompe solaire à photopile. Sans pièces en mouvement, sans carburant, voilà du courant par la seule force du soleil qui, lui, est en abondance au Mali. Il équipe la première pompe solaire à Kony en 1977, sa deuxième école d'agriculture. Au fil des années, les techniques s'améliorent. Des pompes immergées simplifient les parties mécaniques en facilitant l'entretien. Le rendement des panneaux progresse, mais l'investissement reste coûteux, bien qu'il soit pratiquement inaltérable. Nous sommes dans un village de 2000 à 3000 habitants qui s'appelle Kéméni. C'est un village bambara où la Générale Biscuit nous a financé 2 pompes. Alors, celle ici au bord de laquelle nous sommes est pour le village, la population, c'est-à-dire la cuisine, la vaisselle, la lessive, le bétail, d'où cet abreuvoir placé un petit peu à l'écart de la pompe pour ne pas salir l'environnement immédiat de la pompe. Et puis vous avez aussi la fabrique des éléments de construction, c'est-à-dire la brique en banco, ce qui ne serait pas possible sans eau. Ça remet un peu l'urbanisme rural en route. Alors c'est un investissement qui représente quand même une certaine somme, mais c'est un petit peu comme la Mercedes des pompes, si vous voulez. Ils ont l'eau garantie maintenant sans panne, à peu près pendant 5 ans, au moins 5 ans. Et les panneaux solaires, eux, nous pensons qu'ils vont tenir 20 ans. Donc c'est quand même un investissement raisonnable. Si on divise par le nombre de mètres cubes sortis, ça fait de l'eau qui coûte le quart de ce que nous payons nous à Paris pour avoir de l'eau potable dans nos maisons. Certains s'émeuvent du principe de ces investissements luxueux, estimant que le solaire va casser la vie sociale qui existe autour des puits manuels. Bernard s'en moque et engage une série de jumelages pour aider les investissements. Les villages doivent participer pour un tiers du budget pour bénéficier d'une pompe. C'est énorme, mais tel est le prix pour en faire un atout pour le futur. De nombreuses collectivités, associations et sociétés soutiennent ce programme d'aide depuis près de 25 ans. Après avoir réalisé 3900 forages, installé 125 pompes solaires, 800 pompes à pied ou à main, aujourd'hui, près de 800 000 personnes, soit 1 Malien sur 10, boit de l'eau de Sahel Aquaviva, la fondation créée depuis sous l'égide de la Fondation de France. Nous sommes à Mopti, la Venise africaine. La ville se trouve au confluent du Niger et du fleuve Bani, au centre du Mali. Dans cet immense delta où les rives sont à peine perceptibles à travers les îles, on cultive le riz dans le défluent des fleuves sur près de 30 km de large. Mopti est également un port de passage pour les bateaux qui se rendent à Gao, plus à l'est, ou à Bamako, plus à l'ouest. À Demesso, près du centre historique de Mopti, l'association féminine multifonctionnelle a vu le jour en 1992. C'est ici que Bernard Verspieren les a rencontrés. Quand il est venu, il était très content, donc il nous a promis de nous aider. Donc c'est en ce moment qu'il nous a dit qu'il va nous donner une pompe solaire et qu'il va faire la clôture du jardin. L'année suivante, aidées par le Conseil général d'Ille-et-Vilaine, ces femmes ont pu équiper leur jardin maraîcher associatif d'une pompe solaire et d'une éolienne pour l'arrosage et l'irrigation de leur culture. La salade, elle consomme ça, et puis la betterave et la salade,
les femmes consomment ça. 36 femmes, veuves ou chefs de famille, et autour d'elles indirectement une centaine de personnes adultes et enfants qui cultivent et vivent du produit de leur travail. Ce sont les oiseaux qui ont presque mangé la grande partie. Donc il ne reste que ça. Oignons, salades, riz, menthe, fruits, élevage de volailles, autant que leur travail, les bénéfices sont réinvestis pour leurs besoins. Ici, ce sont leurs efforts et leur esprit responsable qui ont été couronnés par l'aide de l'association d'entraide et de développement rural. Cette nouvelle association a pris le relais de Mali Aquaviva. En donnant un cadre juridique à la ferme de l'Amitié, Bernard Verspieren assure une transition malienne à ses activités. Il en a confié la conduite à Mahamadou Ba. Ensemble, ils développent leurs actions de développement dans de multiples domaines. Car malheureusement, le projet solaire vit mal. L'ingéniosité fait des envieux et de nombreuses installations ont été victimes de vols organisés. Pourtant, certains bénéficiaires préservent leur capital car ils savent combien il est précieux. C'est le cas ici sur le bord du fleuve Bani, chez Adama Diarra. Avec l'aide de ses fils, il a commencé en 1983 ce verger privé. Il dispose d'une pompe depuis 1987 grâce à l'aide de la région Alsace. En famille, on y cultive des manguiers, des citronniers, des orangers, du mil et des haricots revendus sur place. Pour éviter le vol, il a soudé tous les panneaux de sa station solaire qui est gardée nuit et jour. Parce qu'on ne peut pas laisser que quelqu'un vienne enlever ça un jour. Ça, on n'en veut pas. On n'en veut pas du tout. Nos moyens, on fera tout pour surveiller ça. Jusque si c'est à 100 ans, ça va rester. Parce qu'on connaît l'importance. On sait que le panneau nous a servi. Et on sait que ça va nous servir encore. Il n'y a pas quelqu'un qui peut enlever ça d'ici. Ah ouais. Inch'Allah. La case de l'Amitié appartient à la fois à la 3e et à la 4e vie de Bernard Verspieren. C'est ici que son amour pour l'Afrique prend toutes ses mesures, car il y a investi son énergie et ses moyens pour en faire un étonnant coin de paradis, une ferme originale et un laboratoire des énergies renouvelables. Bien entendu, le solaire y règne partout. Une première pompe sert à l'arrosage des jardins et l'alimentation des bassins de pisciculture. Une seconde alimente les annexes du verger qui en tout s'étend sur 40 hectares. Pour les besoins plus importants, 2 pompes à haut débit de 700 m3 servent à l'irrigation, l'une diesel et l'autre fonctionnant grâce au biogaz. Utilisé pendant les périodes de pénurie en Europe et remis aux normes, cet ingénieux système fonctionne ici depuis une dizaine d'années. Grâce à la fermentation des excréments animaux, mélangés à de la paille et des résidus végétaux puis comprimés dans une cuve en acier, on obtient du gaz méthane qui sert à la fois aux besoins domestiques et à l'alimentation d'une pompe à moteur thermique ou d'un groupe électrogène. Le gaz est stocké dans 2 réservoirs de 100 m3 spécialement conçus à cet effet. Bien entendu, il faut des vaches, car si le carburant est naturel, il faut que la production suive. Ça suppose qu'on ait un troupeau de bovins
qui mange bien, puisque c'est basé sur les bousses de vache. Or, une vache qui ne mange pas bien, elle ne fait pas beaucoup de bousses de vache. Les animaux sont nombreux à Teriabougou, un vrai petit zoo où s'ébattent des spécimens rares. Et pour les espèces qui ont disparu lors de la sécheresse, ce sont des sculptures réalisées par un artiste local qui rappellent leur existence passée au Mali. Les canards, les poules, les poissons vivent et se reproduisent également en harmonie avec le principe de la ferme. Les déjections des poules nourrissent les poissons, dont les arêtes nourrissent les poules. Rien ne se perd, tout se recycle, et même tard dans la nuit, lorsque le soleil est couché, les batteries solaires donneront la lumière aux habitations. La production en œufs, fruits et en miel est revendue sur place ou sur les marchés voisins, comme le tilapia, ce poisson de pisciculture aux excellentes qualités nutritives. Le domaine se gère en bonne partie avec ses recettes. Des pamplemousses, des oranges, des citrons, des mangues, des salades et des radis. Grâce au soleil qui donne l'eau, la lumière se transforme en verdure. Et cette tache verte s'agrandit sans cesse. Près de 400 000 eucalyptus ont été plantés et 50 000 jeunes pousses sont élevées dans la pépinière comme un symbole à l'ombre du grand caïcédra qui abrita la rencontre de Bernard et Lamine. Pour que les gens restent à la campagne, il faut rendre la campagne aimable, la vie à la campagne aimable. Mais cette campagne, aussi aimable soit-elle, doit aussi assurer son avenir et celui-ci passe en grande partie par l'éducation des enfants. Le jour venu, on se réveille tôt. On a des écoles primaires un peu partout à travers le Mali, ce qui est nouveau. Et par exemple ici, ce qui est nouveau, c'est que dans notre école, on a 50% des élèves qui sont des filles. Ce qui est une vraie révolution, parce que les pêcheurs, avant, ne mettaient jamais leurs enfants à l'école, et a fortiori, ne mettaient jamais leurs filles. Tandis que maintenant, tout le monde se dispute pour aller à l'école. Je ne sais pas quoi faire. Voilà. Je ne sais pas quoi faire. Regardez bien, qu'est-ce qui se trouve à votre droite? À droite. Accorder veut dire quoi? Accorder les balafons, ça veut dire quoi? Oui, Oumar. Très bien. Régler le son de leur balafon. En 10 ans, l'école de Teriabougou est passée de 2 à 6 classes. Parents, familles, amis ont permis d'aider ces nombreux projets. Cette fidèle générosité récompense aussi un travail conçu pour se perpétuer par lui-même grâce à son fruit. Quand même, on a toute raison de continuer et d'espérer. Mais surtout, ne nous oubliez pas, car l'union fait, si le pognon ne fait pas tout, l'union fait la force. Et donc, l'argent qui a bonne odeur, c'est-à-dire l'argent qui est donné par des gens qui gagnent l'argent honnêtement, celui-ci, nous le rentabilisons en aidant les populations. Bien sûr, il faut savoir partager avec le sens des réalités, c'est-à-dire donner sans se servir. Le plus ardent désir de Bernard Verspieren reste la poursuite de ses projets par les Maliens eux-mêmes. C'est ainsi qu'il poursuit sa 4e vie.